Thierry, on va te proposer de prendre la suite, puisque vous êtes assis dans ce sens-là. Donc sur la transition énergétique et puis sur la façon dont tu as le sentiment que tout ça peut évoluer et que chacun d'entre nous peut y participer. Et juste après Thierry, on fera notre petit, ce qu'on avait appelé notre petit forum relocalisé. Merci Cyril. Moi je voudrais dire d'abord que je suis assez ému d'être là. Parce que cette salle, pour nous, à Négawatt, elle est très particulière. C'est là où, fin septembre 2011, on a présenté pour la première fois notre scénario Négawatt au grand public. On en était au 3e scénario, mais c'était vraiment, cette fois-ci, un jour fondateur. Et il y avait une salle comme ça, on pensait au départ avoir 150 personnes. Heureusement, la salle est extensible et on est arrivé à 600. Et en plus, on savait qu'il y avait dans cette salle, on savait qu'il y avait à la fois des gens de Greenpeace, mais aussi des gens du ministère des Finances, des gens d'EDF, une douzaine étaient venus, discrètement, des gens d'Areva, des gens qui normalement ne se parlent pas, et qui sont, sur cette problématique énergétique, finalement, coincés dans leurs étiquettes, un peu de part et d'autre aussi. Et ça a été un moment assez exceptionnel, assez fondateur pour nous. On s'en souvient vraiment très très fort parce que c'est à ce moment-là que, de façon un peu gonflée d'ailleurs, avec le recul, mais très confiante de notre part, on a délivré finalement ce travail. J'aime à moitié le mot d'expert que tu as utilisé. C'est plutôt pour nous des citoyens, des gens qui ont une qualification un peu dans un certain domaine, qui se sont mis ensemble pratiquement 10 ans avant pour dire quelque part ce que l'institution nous offre en matière de scénario, de prospective énergétique, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ou tout au moins il y a des manques extraordinaires. Autrement dit, on s'était réunis dans nos activités professionnelles, dans les associations, une institution, des organismes, etc., un peu en marge, parce qu'on avait le sentiment à un moment donné qu'on faisait fausse route, et que l'énergie, on en parlait toujours sur le plan de la production, y compris à l'école. Tout petit, l'énergie, c'est le gisement de gaz, c'est la barrage hydraulique, etc. Et ça, c'est la production. Or, c'est qu'une facette de l'énergie. Il y a l'autre facette qui est celle de la consommation d'énergie. Et ça, on n'en parle pas. Or, on s'apercevait en faisant un très grand nombre de mesures, parmi nous, il y a des gens qui sont dans des bureaux d'études, qui font des millions de mesures et qui ont bien analysé ce qui se passait, on s'est aperçu que tout autour de nous, il y avait un extraordinaire gisement d'énergie que personne ne voyait. Et là, on s'est retrouvé en se disant, un petit peu comme Christophe Colomb, tu sais, qui arrive à craque les Amériques, un continent d'énergie auquel personne ne pensait. C'est l'énergie tout autour de nous, celle qu'on utilise, et évidemment, celle qu'on pourrait éviter d'utiliser pour rendre le même service. Et là, tout d'un coup, quelques idées un peu phares qui consistent à dire, regardons maintenant l'énergie par un autre bout de la lorgnette, par celui de la consommation. Changeons de regard, quelque part. Et on a mis à ce moment-là nos lunettes Négawatt, en quelque sorte, et là on s'est aperçu qu'il y en avait de partout. Chez nous, dans nos appareillages, dans les voitures, dans la façon de se déplacer, dans les grands choix d'infrastructures, dans l'urbanisme. Donc, un gisement formidable. Et on a commencé à le mesurer, et pour le mesurer, on s'est dit, il faut le nommer. Parce que sur le nommer ça, économie d'énergie, maîtrise de l'énergie, bon, on ne maîtrise pas grand-chose, donc ce n'était pas le bon terme. Économie, c'était plutôt gaspillage qu'économie, donc c'était pas bon. Et d'où ce terme de négawatt qu'on a pris, qu'on n'a pas inventé, qui a été inventé en quelque sorte par un Américain qui s'appelle Lovins, et qui a trouvé ça un peu par hasard, et qui permet finalement de donner au mot, à ce mot une valeur, et de le quantifier. Ça, c'est très important d'arriver à quantifier les choses. À partir de là, on s'est dit, les scénarios qu'on nous propose, au niveau ministériel et autres,
reflètent absolument pas. C'est des scénarios de croissance illimitée, comme si, quelque part, on avait des quantités d'énergie qui soient absolument sans fin dans un monde fini, ce qui est évidemment complètement idiot. Donc là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc on s'est dit, on va essayer de quantifier au mieux, de façon extrêmement fine, sérieuse, l'ensemble de ces négawatts. La surprise, on s'aperçoit qu'on en a à la fois dans la consommation, mais aussi dans les chaînes de production, mais aussi dans la façon dont on construit, on conçoit nos produits. Et puis, en chaussant ces lunettes négawatts, on s'aperçoit par exemple que, est-ce que c'est vraiment raisonnable en ville de rouler avec un véhicule qui fait 1400 kg pour transporter une personne qui en fait 60-70 ? Est-ce que c'est le bon outil ? Et là, on s'est dit non, c'est un petit peu comme si on utilisait un marteau-piqueur pour planter un clou. C'est à peu près ça. Et c'est partout pareil. Et on a comme ça de formidables gaspillages d'énergie qu'on voit arriver petit à petit, qui arrivent un petit peu insidieusement, comme ces publicités dans le métro, ces vidéos qu'on essaie de dénoncer un peu avec pas beaucoup de succès, mais qui font partie de notre paysage. Juste pour que tu nous dises, cette petite vidéo du métro, ça consomme quoi en équivalent de... On fait un petit peu de calcul derrière, et là on s'aperçoit qu'une seule de ces vidéos, un seul de ces écrans vidéo, c'est l'équivalent de la consommation en électricité de 2 familles pour tous les appareillages, les éclairages, etc., l'électricité spécifique. Au moment où on a 8 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, on se permet ça. Tout simplement parce que c'est banalisé, parce que derrière, on est sur la publicité qui, en même temps, va faire vendre encore plus d'énergie, etc., etc., etc. Donc, on marche un peu sur la tête. D'où l'idée de faire un scénario, de creuser ça, de quantifier, et de faire un scénario énergétique qui s'appuie sur ce qu'on a appelé la sobriété et l'efficacité énergétique. Alors la sobriété, on l'a un peu piqué à Pierre. Hein. Mais cette sobriété, en la réfléchissant sur... tu nous as permis prendre des royalties. Oui, c'est ça. Des royalties sur les négawatts pour Pierre Arabi. Là, je suis fauché. Là. Et du coup, on commence à creuser un peu de cette question et on s'aperçoit finalement que la sobriété, c'est pas uniquement, c'est bien sûr, j'éteins la lumière en sortant d'une pièce, mais c'est pas uniquement ça. C'est une sobriété à l'usage, c'est une sobriété sur le dimensionnement des appareillages et des outils, et puis c'est de la sobriété aussi dans la mutualisation, dans la coopération. Un véhicule en partage, eh bien, remplace à peu près 6 véhicules, etc., etc. Et après, derrière, on a travaillé aussi sur la notion de l'efficacité, où là, on est plutôt sur le rendement, bien sûr, des appareillages, mais aussi des rendements qu'on ne voit pas. Les rendements, par exemple, dans la fabrication et la conception des appareillages. L'efficacité dans la façon dont un équipement va utiliser l'environnement autour de lui pour ses propres besoins en énergie, une maison passive par exemple. Et surtout aussi l'efficacité dans les chaînes de rendement, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière le bouton, qu'est-ce qu'il y a derrière l'interrupteur, qu'est-ce qu'il y a derrière la facture d'énergie qu'on reçoit tous les uns les autres. Et la surprise, encore un nouveau continent de négawatts. Mais un continent énorme. Pour vous donner simplement une idée, on a en France à peu près 85%, 86% de notre énergie qui est faite par des centrales thermiques, que ce soit au charbon, au fioul et surtout, bien sûr, nucléaire. Eh bien, pour fonctionner, il y a des pertes de chaleur. C'est les grandes tours d'aéroréfrigération, c'est ce qui repasse dans les rivières, les fleuves, etc. Ce qui est perdu en chaleur, c'est 900 milliards de kilowattheures. Autrement dit, ce qui est perdu en chaleur non récupérée, c'est supérieur à toute la chaleur nécessaire pour tous les bâtiments de France, tous les bâtiments tertiaires, les logements, etc., pour faire le chauffage et l'eau chaude. Ça correspond à peu près à 820 milliards de kilowattheures. Pendant combien de temps ? Tout le temps. Non, mais ça correspond à ce dont ils ont besoin pour faire du chauffage. Sur une année. Pour une année. D'où un gigantesque continent. Et alors on s'est dit, creusons un peu, et là on s'aperçoit que ça correspond, grosso modo, à peu près à 65% de la consommation d'énergie d'aujourd'hui. Autrement dit, si on a un vrai travail de sobriété et d'efficacité, au lieu de produire 100, on n'a plus qu'à produire 35 pour
grosso modo les mêmes usages, pour simplifier. Pas tout à fait, mais pratiquement. On évacue les vidéos dans le métro, notamment, qui font partie de l'éradication des lampadaires boules et des vidéos dans le métro, font partie de la sobriété. À partir de là, il n'y a plus que 35 pour produire. Et là, les énergies renouvelables fonctionnent à plein. Pour la même quantité d'énergie renouvelable, d'éoliennes, etc., on va produire 100 avec les renouvelables plutôt que simplement 35% du problème. Et du coup, on monte un scénario là-dessus, s'appuyant sur toute une série d'études, de références, etc., en se disant, soyons raisonnables, on ne fait aucun pari de science-fiction, et en même temps, on part aussi d'un certain nombre d'idées qui consistent à dire, essayons de revenir dans un vrai équilibre énergétique, qui est finalement ce formidable équilibre qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Entre notre étoile compagne, qui finalement va nous donner à la fois toute l'énergie et à la fois aussi toute la matière par la photosynthèse. Et essayons de retrouver cet équilibre qu'on a complètement perdu avec maintenant une énergie qui est bien sûr extrêmement extractiviste, que ce soit au niveau du charbon, du pétrole, du gaz et puis de l'uranium, qui est aussi une extraction de matière finie. Et on monte comme ça un scénario. Alors je ne vais pas rentrer bien sûr dans le détail, vous avez plein de choses sur notre site là-dessus, mais très, très élaboré. Je pense que c'est maintenant, on le sait maintenant, c'est un des scénarios les plus élaborés qu'il y a en France. Sur 2000 variables, une analyse en puissance heure par heure jusqu'à 2050. On a été très loin sur l'analyse, de façon à renforcer la crédibilité. Au final, la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. C'est que c'est faisable, et depuis la fameuse séance de septembre 2011, tous les indicateurs qu'on a mis dans notre scénario ont été confirmés. On a refait maintenant de nouveau une modélisation qui confirme complètement et de façon encore plus solide ce qu'on racontait. On a même quelques marges de manœuvre qu'on n'attendait pas. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société française qui a une vraie transition énergétique, attention, ça va demander 40 ans. La transition s'arrête à peu près en 2045. Après, derrière, les 5 dernières années, c'est à peu près stable. À condition de démarrer demain matin, quand même, hein, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Eh bien, c'est le temps qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut une génération entière. Et c'est normal, c'est de l'investissement, c'est compliqué. Il y a 17 millions de logements à rénover, etc., etc. Mais quel que soit le niveau d'énergie ou l'usage, que ce soit sur la chaleur, basse et très haute température, de la mobilité, de l'électricité, de l'utilisation d'énergie plus variables comme l'éolien, le photovoltaïque, en liaison avec des réseaux, etc. Tout ça, on sait faire, on a les réponses, et on a des réponses qui ne sont pas de la science-fiction. On a volontairement fait un scénario qui s'affranchit de ça. Et puis un scénario aussi qui s'affranchit des risques. Et des risques extraordinaires qu'on court actuellement sur un certain nombre de technologies, des risques déjà existants, ceux du nucléaire aujourd'hui, des risques à venir, ceux des gaz de schiste, qui sont des risques à la fois locaux sur la fracturation hydraulique et les nappes, mais surtout des risques aussi climatiques, puisque de toute façon, ça se termine par du CO2 qui va dans l'atmosphère. Et en même temps, on a essayé de faire un scénario dont... pour la France, mais dont le résultat soit un résultat acceptable sur le plan mondial. Parce que, évidemment, ok, vous faites ça, c'est formidable, mais la Chine, l'Inde, le Brésil vont émettre, les États-Unis, n'en parlons pas, etc. Donc, c'est une goutte d'eau. Non, je pense que ce n'est pas comme ça du tout qu'il faut prendre le problème. Il faut prendre notre petite part de colibri dans le système énergétique mondial. Notre petite part de colibri, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un certain nombre d'études nous disent qu'on a une possibilité de limiter à 2 degrés à condition de ne pas émettre plus que 600 milliards de tonnes de CO2, l'humanité entière, d'ici 2050. Partons de là. Et qu'est-ce que ça veut dire 600 milliards si on réfléchit à une sorte d'équilibre mondial où chaque habitant en moyenne, de façon très différenciée, émettrait à peu près ce qu'il faut, ce qu'on appelle de la contraction-convergence, vers un chiffre moyen, eh bien pour la France, qui ne représente que 0,75% du problème de l'humanité en termes de population cumulée jusqu'à 2050, ça veut dire 6-7 milliards de tonnes de CO2.
Eh bien, partons de là et essayons de construire un système où les émissions cumulées, parce que le problème c'est bien le cumul, les émissions cumulées soient de cet ordre-là. Eh bien, on y arrive juste, tout juste. Hein. Mais il faut faire un sacré effort sur l'agriculture notamment et l'alimentation, qu'on a aussi regardé avec un autre scénario jumelé au nôtre qui s'appelle After 2050. Il va falloir que tu conclues. Et à partir de là, on a tiré une pelote, je vais conclure là-dessus, on a tiré une pelote sur laquelle on s'aperçoit que partant de nos petites veilles de téléviseurs, maintenant on travaille sur le système énergétique, sur les problématiques d'industrie lourde, de transformation de produits finis, d'alimentation, d'agriculture, d'aménagement du territoire, de répartition des surfaces demain, quelles sont les surfaces disponibles, quelle priorisation il faut faire, etc. etc. Et je dirais que tout ça fait finalement une sorte de système. Tout ça fait système, à condition que ça ne soit pas, c'est l'ingénieur qui parle, à condition qu'on ne laisse pas ça aux ingénieurs. C'est-à-dire que derrière, on travaille maintenant avec des gens d'autres disciplines, y compris aussi des gens de culture, d'éducation, parce que ça passe par là. Et l'invitation que je voudrais faire pour conclure, elle est double. La première, c'est de ne pas avoir peur de l'utopie. On nous a dit très souvent, vous êtes des utopiques, etc. Ok, moi je réponds par cette magnifique phrase de l'écrivain uruguayen Galeano. L'utopie, ok, elle est à l'horizon. Quand je fais 2 pas, elle recule de 2 pas. Quand je fais 10 pas, elle recule de 10 pas. Elle sert à ça l'utopie, elle sert à nous faire avancer. Et donc il ne faut pas en avoir peur, à condition de la construire de façon évidemment pragmatique, concrète, quantifiée, etc., qu'elle soit solide. Et puis le deuxième vœu, pour terminer là-dessus, c'est de se rappeler qu'il y a maintenant 250 ans, Denis Diderot et d'Alembert avaient construit un ouvrage formidable qui s'appelle l'Encyclopédie. Et dans l'article initial de l'Encyclopédie, Diderot dit cette phrase formidable, « Il nous faut changer notre façon commune de penser ». Eh bien, je crois que on est arrivé maintenant à un moment où il nous faut changer notre façon commune de penser et construire tous ensemble une nouvelle encyclopédie. Merci beaucoup Thierry. Et donc ce dont tu n'as pas eu le temps de parler, mais que je vous encourage à lire dans le dernier magazine de Kaizen, qui est le magazine qu'on a participé à créer avec Colibri, en plus de lire le numéro spécial sur Pierre Rabhi, c'est l'étude d'impact sur l'emploi du scénario Négawatt et qui a notamment été faite par une personne du CNRS sur le scénario 2006 qui montre en gros un résultat positif de plus 684 000 emplois. Je vous encourage à lire ce détail-là qui est pas des moindres quand on voit que l'emploi est toujours au cœur des préoccupations et des politiques. Bien, j'ai perçu quelques signes de besoin de bouger un petit peu dans la salle. Alors on va commencer doucement. Vous manquez d'air, j'ai vu qu'il y en a plusieurs effectivement qui s'agitaient, agitaient. C'est en cours de réglage. Donc vous nous direz si jamais il fait encore trop chaud. Alors on va continuer sous une forme différente, par ce qu'on a appelé des petits forums de proximité. Ce qui vous est proposé, suggéré, après vous ferez comme vous voudrez, c'est effectivement de vous regrouper par 3, maximum 5, donc groupe de proximité, avec, c'est une suggestion, comme on vous laissera environ 10 minutes, avec peut-être le choix d'une interpellation, d'une thématique issue de la présentation de nos 3 intervenants, parce que si vous en prenez 3 en 10 minutes et que le temps de vous écouter parler, vous aurez à peine posé les questions et ça sera la fin. Donc je vous suggère, propose, que l'un d'entre vous propose une interpellation, une thématique et que vous la creusiez ensemble. C'est une proposition. Donc on va faire ça pendant 10 minutes. Avant ça, je veux juste m'assurer que les petites boîtes qui permettront de tirer au sort les représentants continuent à circuler. Est-ce qu'elles sont quelque part? Voilà, vous pouvez à tout moment, si vous vous dites tiens pourquoi pas moi et que vous n'avez pas mis votre nom, venir déposer votre nom dans les petites urnes là qui circulent. Donc c'est à tout moment pendant les discussions quand vous voulez, repérez simplement où sont les boîtes. Voilà, donc 10 minutes chrono, une proposition d'une interpellation, une discussion entre vous et ensuite on reprend le fil des interventions.
Voilà, alors on va reprendre doucement, mais sûrement. Je vous invite juste en quelques mots à dire l'essentiel de ce qui s'est passé dans votre échange. Alors, on ne va pas le faire de très nombreuses fois, mais pour entendre quelques voix quand même de la salle, donc si vous acceptez, que s'est-il passé en termes d'échange entre vous? De quoi avez-vous parlé? Voilà, si vous voulez bien partager ça avec nous. Bonsoir, nous on a parlé par exemple de l'eau qui coule sur les trottoirs quand ils nettoient le matin pendant des heures alors qu'ils en ont besoin pendant un quart d'heure, des magasins qui laissent leurs portes ouvertes et qui chauffent, qui ont besoin de 3-4 fois l'énergie pour chauffer, mais c'est ouvert parce que dans les écoles de commerce, on leur a appris que quand une porte de magasin est ouverte, ça donne envie aux clients de rentrer. On a parlé des terrasses de café fumeurs qui chauffent avec du gaz en permanence, et c'est une horreur. Et en fait, on se demande juste en tant que citoyen, quand on est indigné par une chose comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour saisir du point de vue législatif pour que ces choses-là changent, parce que voir un magasin qui chauffe 8 heures sur 8 avec une porte grande ouverte et 3 ou 4 fois le besoin d'énergie qu'il a besoin, c'est à vomir. Voilà. On ne sait pas quoi faire en fait. À part ne pas y aller, on ne sait pas quoi faire. Merci. Et par ici, de quoi vous avez parlé? Vous n'avez pas parlé, mais ça ne fait rien. Vous avez fait plein de choses intéressantes. Qui a parlé? Qui a échangé? Non? Là-bas, ou Alain, dans ton coin, parce que de l'autre côté, là, je ne sais pas s'il y a un micro. Alors, il y a un témoignage. Voilà, monsieur va nous raconter ce qui s'est dit dans ce petit forum. En quelques mots. Vraiment en quelques mots. Alors, en quelques mots, en fait, j'ai demandé si cette réunion, si tout ce mouvement allait servir pour préparer peut-être cette réunion 2015. Et du coup, on est parti sur plein d'autres questions parce que tout de suite, ça génère plein de questions. Donc, moi, si j'ai une question à poser, c'est est-ce qu'on pourra être présent ensemble pour dire quelque chose sur cette fameuse, je ne sais pas comment ça s'appelle, Paris Énergie 2015, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, merci. Et là-bas ? On a parlé d'agriculture et sur le constat qu'il y a dans ce monde encore actuellement, il y a une énorme hémorragie de l'agriculture et de petits paysans dont les fermes qui vendent leurs fermes sur des petites propriétés et que ça pourrait être un projet intéressant pour des gens qui ont envie d'investir, de soutenir des projets tels que vous proposez, comme les Amanins où il y a 55 hectares. Eh bien peut-être qu'il y ait des gens qui investissent pour peut-être reprendre ces petites propriétés et en faire quelque chose, des oasis, avec beaucoup de choses qui peuvent s'y passer, l'agriculture locale, une agriculture donc sur le territoire, plus d'autres activités reliées à un lieu de vie. Alors, on parlait aussi dans les écoles, puisqu'il y a une enseignante qui est aussi près de nous, qui est ma voisine, et qui disait que dans leur école, ils initient aussi les enfants à la culture en plantant des bacs, en faisant des plantations. Même c'est très modeste, mais on trouvait que c'était quand même très intéressant d'initier les enfants aussi à la culture. Voilà, donc si des gens ont envie d'investir pour acheter peut-être des petites propriétés, ça serait des beaux projets à mettre en place. Merci. Oui, on peut applaudir. Pour faire court, j'habite en proche banlieue et je me posais la question justement de planter les parcs, etc. Mais seulement le problème, c'est que quand par exemple il y a des écoles qui plantent comme ça dans certains parcs, tout disparaît. Quand ça commence à être prêt, par exemple, il y avait des vignes, il n'y avait plus rien, tous les raisins avaient disparu. Alors, comment régler ce problème dans une espèce de monstre comme Paris ? Voilà. On n'est pas forcément dans des questions d'ailleurs posées à nos experts. On est aussi dans un échange entre nous, témoignages, etc. Donc, encore une ou deux interventions, et puis on va reprendre le fil où vous avez compris qu'il y aurait d'autres occasions d'expression. Donc, voilà. Donc là, j'avais une demande, et puis là-bas. Donc peut-être ici d'abord et ensuite là-bas. D'abord, bonsoir à tous. Merci de tous être venus. Merci aux intervenants. Alors, juste une petite chose, c'est pour dire que effectivement, je suis d'accord avec vous. Toutes les propositions, tout ce dont vous avez parlé, tout ce que vous avez évoqué, c'est parfait. Et on se rend compte que vous avez des solutions aux problèmes, aux maux que la société aujourd'hui peut rencontrer. Mais je crois que aujourd'hui, il faut se mobiliser et puis faire l'action. L'action finale, c'est de virer
ces gouvernements, ces multinationales qui nous dirigent pour mettre en place des gens qui sont désintéressés, qui sont pour un bien commun et puis pour pouvoir enfin appliquer les solutions que vous avez. Merci. Merci. Alors, 2 interventions, une ici, et puis on vient de m'informer qu'il y a une personne qui était dehors, donc où il y a au moins 300 personnes, c'est ça si j'ai bien compris, qui ont continué à discuter, donc à qui on transmettra la parole ensuite pour qu'il puisse témoigner de ce qui s'est passé et dire ce qu'il a envie de dire. Voilà, donc une là, et ensuite, si vous voulez bien, on reprendra le fil des interventions. Bonsoir tout le monde. Déjà, toutes les personnes qui sont là. Donc nous, on a un peu discuté entre nous, évidemment, sur les points que vous avez évoqués. Il y a 2 sujets qui ressortent, c'est notamment les personnes qui ont de l'argent peuvent créer une entreprise. Les personnes qui ont une maison, voire un balcon, peuvent faire leur petit jardin chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les graines, etc., ça coûte assez cher. Et on n'est pas tous des experts, je pense, de la culture à domicile. Donc c'est une solution, mais je pense qu'elle ne touchera pas l'ensemble de la population française, parce qu'il faut savoir que 8 personnes françaises sur 10 vivent en zone urbaine et périurbaine. Donc je pense qu'il faut qu'on apporte d'autres solutions sur les problèmes écologiques, justement, et de l'auto-agriculture. Donc pourquoi pas être une force tranquille au sein de nos entreprises, parce qu'on est essentiellement des salariés, je pense, et une force quelque part d'opposition au sein de nos entreprises sur les décisions qui sont prises sur les petits dossiers comme sur les grands projets. Il y a un autre point, c'est sur l'énergie. J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est pour le cas de beaucoup de personnes, de l'énergie libre. Je ne sais pas ce que c'est. A priori, c'est une énergie qui s'auto-alimente. Est-ce que ça exploite des énergies, des éléments fossiles? Je ne sais pas. J'en entends beaucoup parler. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de faisable? Et derrière, évidemment, on n'est pas sans savoir que la France est au Mali en ce moment, qu'évidemment, il y a le Nigeria. Vous avez évoqué tout à l'heure Areva. Derrière, quelles sont les conséquences de ces exploitations? Donc, on trouve des solutions. Enfin, en tout cas, on en cherche justement pour comment consommer mieux en France, mais comment, quelque part, réfléchir à l'impact de notre propre consommation sur le reste du monde, puisque finalement, 10% de l'humanité, voire même 5%, exploitent près de 90% des ressources naturelles de la planète. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué ce soir. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. On s'est retrouvés effectivement à ne pas pouvoir rentrer dans la salle. On était certains 5000, donc on va dire que 2005 au moins en tout à venir et à vouloir rentrer. Selon les chiffres. Selon les chiffres. Mais donc on a... C'est la vérité, il y a beaucoup de monde dehors. Il y avait vraiment beaucoup de monde dehors. Et on s'est retrouvés là à ne pas pouvoir rentrer. Donc il y a quelqu'un qui a dit tiens, il y a un petit parc à côté, on va se retrouver. Donc on n'était pas une 300, mais on était une 40aine ou une 50aine. Chacun a pris la parole au fur et à mesure. Et tous les thèmes qui sont positifs et qui nous font aller vers l'avant ont été avancés. Bien sûr, on a eu l'Étienne Chouard avec la démocratie, avec quelqu'un qui a repris les 17 minutes presque mot pour mot, qui c'était très sympa. Mais on a aussi toute la nourriture à partager, qui a des concepts que peu de gens connaissent. On a plein de choses qui sont positives. Et une chose essentielle, je pense, pour moi, c'est qu'il faut faire les choses comme le principe de la nourriture à partager. Il faut faire les choses sans attendre de retour. Il faut le faire pour soi-même, comme dit Christophe André, que connaît Pierre Rabhi, et il faut le faire aussi pour l'ensemble de la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup.